Imaginez une ville tranquille, entourée de vignobles dorés et de lacs sereins, où la vie suivait son cours calme et prévisible. Dans ce cadre idyllique, une femme forte et déterminée se prépare à affronter l'un des plus grands défis de sa vie. Faites la connaissance de Gabriela. Elle était une jeune entrepreneuse, propriétaire d'une charmante auberge au cœur de la région viticole. Avec son mari à ses côtés, elle a construit un refuge accueillant pour les voyageurs de toutes parts, où la cuisine était aussi délicieuse que les paysages qui entouraient l'endroit. Mais, comme dans toute bonne histoire, tout n'était pas paix et tranquillité. Un jour, de nulle part, le passé est revenu la hanter. Son ex-mari, un homme enveloppé de mystères et de problèmes, a frappé à sa porte, apportant avec lui une demande d'aide désespérée. Et ainsi commence notre voyage. Un voyage plein de rebondissements, de secrets sombres et de rédemption. Gabriela se retrouve plongée dans un tourbillon d'émotions et de dangers, alors qu'elle lutte pour découvrir les secrets qui menacent de détruire sa vie paisible. Mais elle n'est pas seule. Aux côtés de son nouveau mari, elle affrontera tous les défis qui se présenteront sur son chemin, déterminée à trouver la vérité et à protéger ceux qu'elle aime. Préparez-vous pour une aventure palpitante, pleine de suspense, de mystères et de rebondissements inattendus. C'est l'histoire de Gabriela, une femme forte et intrépide, qui découvrira que la vérité peut être plus dangereuse qu'elle ne l'avait jamais imaginé. J'ai entendu dire que tu es coincé dans un enfer mort en raison de traitements de fertilité féodaux quelques années après notre divorce. Mon ex-mari s'est approché de moi avec un sourire sarcastique. Nous étions dans une célèbre région viticole et nous nous étions rencontrés de manière inattendue. C'est vraiment pathétique, tant d'efforts pour rien, se moqua-t-il en me regardant avec dédain après notre divorce. Maintenant, il s'était remarié et avait eu des enfants, vivait heureux avec sa famille, se considérait comme un gagnant et se moquait de moi. Et à qui est cette histoire ? Ai-je répondu, en me caressant légèrement le ventre gonflé. Je me demande qui a vraiment besoin de traitement de fertilité. Je ne savais pas que j'étais sur le point de découvrir une vérité épouvantable. Aussi fort qu'il déclamait ou se raccrochait à moi, il était trop tard pour les regrets. Le début de la chute de sa vie se tramait. Le bonheur factice qu'il tirait de ses croyances erronées s'effondrait bruyamment. Notre rencontre a nettement dessiné la chance de nos futurs respectifs. Je m'appelle Déborah. Je travaille au comptoir d'une agence de voyage, proposant divers plans aux clients qui viennent, organisant des voyages qui les satisfont. Je me sens très épanouie dans ce travail. Adri et moi nous sommes mariés après une AM au travail. Il a rejoint ma succursale en tant que nouveau directeur, un homme très calme qui me traitait toujours avec un sourire amical. Pendant les périodes de forte activité, comme les vacances d'été, les heures supplémentaires s'accumulaient et nous travaillions souvent ensemble jusqu'à tard dans la nuit. Entre deux tâches, nous engagions des conversations amusantes où nous nous encouragions. Au fil du temps, nous nous sommes rapprochés et avons commencé à sortir ensemble, ce qui nous a conduits au mariage. Après le mariage, j'ai été transférée dans une autre succursale. Travailler comme agent de voyage implique beaucoup d'heures supplémentaires et c'est dur. Jusqu'à présent, tu as beaucoup travaillé sans te plaindre. Une fois marié, il est bon de se détendre un peu et d'être au foyer, comme disait mon mari, montrant sa préoccupation, ce qui me rendait incroyablement heureuse. Oui, cependant, mon travail était gratifiant et j'avais un rêve que je voulais réaliser. Pour ce rêve, j'avais mené une vie frugale et économisé de l'argent, alors j'ai décidé de continuer à travailler même après mon mariage. Mon mari respectait mes sentiments, nous nous sommes donc tous deux consacrés à travailler dans des branches différentes, comprenant le travail de l'autre. Chaque soir, nous rentrions chez nous pour nous réconforter mutuellement et trinquer l'un pour l'autre, profitant d'un bonheur si simple. 2 ans après notre mariage, ça prend plutôt longtemps pour avoir un bébé, n'est-ce pas ? J'ai commencé à me sentir un peu anxieuse. 2 ans s'étaient écoulés sans concevoir d'enfant. J'ai perdu mes parents quand j'étais étudiante et j'ai grandi en tant que fille unique. J'ai souvent ressenti de la solitude. C'est pourquoi j'ai toujours rêvé de faire partie d'une grande famille. C'est pourquoi, après mon mariage, je voulais avoir au moins 2 enfants. Pas nécessairement une grande famille, mais plus d'un. Et il ne faut pas se précipiter, ils viendront quand ce sera le bon moment. Il a été réceptif à mes sentiments et a accepté de fonder une famille. Je me demande si je suis stérile, peut-être devrais-je passer un bilan à l'hôpital, ai-je dit découragée. Ne sois pas si déprimée, tout ira bien, mais si ça te rassure, va voir le médecin, m'a dit mon mari avec douceur, en me caressant les cheveux. Il me comprenait toujours. J'étais tellement émue que j'ai failli pleurer. Alors, j'ai commencé à consulter en obstétrique et gynécologie, et j'ai passé plusieurs tests.
Après de nombreux tests, ils n'ont rien trouvé de mal. C'est une excellente nouvelle, a déclaré mon mari heureux, regardant les résultats des tests. Ah tu vois, je te l'avais dit, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Son sourire bienveillant m'a sauvé plus de fois que je ne pourrais le compter. Je me sentais tellement plus légère. La prochaine étape, c'est le test pour toi, c'est une procédure rapide. Alors peut-être que tu pourrais le faire pendant une pause au travail, il est probable que mon mari n'ait aucun problème non plus, mais pour être sûr, je voulais qu'il fasse le test. Bien sûr, j'étais sûre que mon mari serait d'accord. Pourquoi devrais-je me faire tester? L'infertilité est généralement une affaire de femme et il n'y a pas de sens à ce que je le fasse. La réponse de mon mari m'a prise au dépourvu. Cela peut sembler inutile, mais juste par précaution. De plus, s'il s'avère que c'est un problème du côté de l'homme, il existe des traitements disponibles. Tu ne le considérerais pas. J'ai pu voir l'expression de mon mari s'assombrir. J'ai compris sa réticence à passer le test, si un problème était découvert, cela pourrait être un coup dur pour sa fierté masculine. C'était un sujet délicat et je savais que le presser ne serait pas la bonne chose à faire. Ah, il n'y a pas d'urgence, quand tu auras le temps, mais mon mari est resté silencieux. La journée s'est terminée sans que nous reparlions du sujet. Un jour, nous sommes allés rendre visite à la famille de mon mari. C'était l'anniversaire de ma belle-mère et nous lui avons apporté un bouquet de fleurs et un cadeau. Quand mon mari était enfant, son père avait eu une aventure puis avait disparu. Depuis lors, ma belle-mère a dû élever mon mari seul. J'ai entendu dire qu'elle avait traversé de nombreuses difficultés. Ma belle-mère a eu 65 ans cette année, enfin, elle a pris sa retraite après des années de dur labeur à élever ses enfants sans jamais compter. En chemin, je l'ai toujours respectée en tant que femme. C'est pourquoi j'espère maintenant qu'elle pourra profiter de ses jours heureux et tranquilles. C'est ce que je pensais. Le bouquet et le cadeau étaient sûrs de lui faire plaisir. Convaincue de cela, j'ai ouvert la porte d'entrée de la maison de mes beaux-parents. Oh waouh! Bonjour, nous a salué ma belle-mère avec un sourire rayonnant. Quelle belle fleur! Et ceci est un ensemble de bains, ça me touche tellement que tu te souviennes à quel point j'aime mes bains. Comme je le pensais, elle était ravie. À partir de là, tout aurait dû être très agréable pour nous trois, mais... Je suis contente pour les cadeaux et les fleurs, mais j'ai hâte de voir la tête d'un petit enfant, a-t-elle dit, et l'ambiance a changé en un instant. Je suis restée sans voix et j'ai regardé mon mari, mais il est resté silencieux. Gabriella, je comprends que tu sois occupée avec le travail, mais il y a des choses plus importantes que le travail. Tu n'as pas à faire face à ta propre santé et à penser à fonder une famille. Aujourd'hui, il existe des traitements de fertilité. J'ai affronté mes problèmes de santé, j'ai passé des tests et rien n'a été trouvé, ai-je répondu, espérant avoir bientôt un cher petit enfant dans ses bras. Gabriella, j'attends, tu le sais, elle le pensait aussi sérieusement. Pourquoi suppose-t-on toujours que la femme est responsable de l'infertilité? Pourquoi n'est-il jamais rien dit à mon mari? Oui, je n'osais pas discuter. J'avais peur qu'il y ait une rupture entre ma belle-mère et moi. Je souhaitais que mon mari parle et m'explique bien, mais il est resté silencieux tout le temps. J'avais l'impression que toute la faute me revenait de ne pas avoir d'enfant. J'espère recevoir la bonne nouvelle d'un bébé en route pour mon prochain anniversaire, ces mots pesaient lourdement sur moi. Me fixer une date limite me rend encore plus anxieuse, me disais-je à moi-même. Mais les paroles de ma belle-mère résonnaient constamment dans ma tête. Je ne me souviens de rien de la conversation qui a suivi au crépuscule. Nous sommes sortis de chez mes beaux-parents en route vers la maison, mon mari et moi avons marché côte à côte en silence. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur le trottoir. J'ai gardé les yeux fixés sur ces ombres tout le chemin. L'ombre de mon mari avançait devant lui. Qu'est-ce qu'il pensait maintenant? Comment a-t-il pris ce que sa mère a dit aujourd'hui? Je voulais lui demander, mais je ne pouvais pas. J'avais peur. J'avais peur que ces mots m'écrasent à nouveau. Nous sommes rentrés à la maison sans dire un mot. Et j'ai faim, commençons à dîner, a dit mon mari, comme s'il ne s'était rien passé. Il prévoyait probablement de terminer la journée sans aborder le sujet de ce que je ressentais. J'ai rassemblé mon courage et j'ai rompu le silence. Et, Mathéo, à propos de ce que ta mère a dit aujourd'hui, il s'est adressé à moi avec son sourire habituel. Hein, quoi à ce sujet? C'était un sourire factice. Elle a dit qu'elle voulait des petits-enfants, je n'ai pas regardé directement mon mari. Eh oui, mais comme nous ne pouvons pas en avoir, nous devons attendre. Non, non, ce n'est pas ce que j'essaie de dire. C'est toi qui m'as dit de prioriser ma santé par rapport au travail et de considérer les traitements de fertilité.
affronté le problème de front et j'ai passé les tests et il n'y avait rien de mal. L'expression de mon mari a commencé à changer. Pourquoi n'as-tu rien dit alors? On dirait que toute la faute me revient, mais ce n'est pas moi qui évite le sujet, c'est toi. Non, Matteo, ce n'était pas mon intention de dire ça, mais une fois que j'ai commencé, les mots ne s'arrêtaient pas. Toute ma frustration refoulée a explosé. Qu'est-ce que c'est que ça? Toujours en parlant de tests. Je t'ai déjà dit que la cause de l'infertilité est souvent chez la femme, et ce que maman a dit n'était pas mal. Ce n'est pas ma faute, a crié mon mari avec le visage rouge. Ce n'était pas l'homme que je connaissais. Je sais que ce n'est pas ta faute, Matteo. C'est mal de blâmer quelqu'un pour l'infertilité. Je veux juste que nous avancions, que nous suivions le traitement ou non. Nous devons commencer par les tests, aussi longtemps que nous disputions, aucun de nous n'acceptait le point de vue de l'autre et nous restions à égalité. Je ne peux plus supporter cela, je suis affamée, je vais manger quelque chose. Avec ça, mon mari est sorti de la maison. Je suis restée seule dans la pièce, en silence. Soudain, j'ai senti mes forces quitter mon corps et je me suis effondrée sur le canapé. L'image de mon mari criant me vint à l'esprit. C'était de ma faute, je ne voulais pas contrarier mon gentil mari, ce n'était pas mon intention. Je voulais juste qu'il me comprenne, je voulais travailler ensemble pour construire notre avenir. C'est pourquoi je voulais l'épreuve. Je ne pouvais pas arrêter de pleurer dans le silence de la pièce, seul le son de mes sanglots résonnait. Le lendemain matin, mon mari est rentré à la maison en silence. Tu as dit que tu sortais juste pour manger, ou as-tu passé la nuit? J'étais inquiète, mon mari n'écouta même pas mes paroles. Peu importe, laissant juste cette phrase en suspens, mon mari est parti travailler. C'était notre première grosse dispute. Ces choses arrivent, pensais-je, il sera de meilleure humeur cet après-midi. Avec cet espoir, je suis aussi allée travailler. Toute la matinée, je n'ai pu que soupirer. Mais l'humeur de mon mari ne semblait pas s'améliorer. Les jours passaient, il commençait à sortir de la maison plus tôt et à rentrer plus tard. Les week-ends, il partait sans dire un mot et ne revenait que lorsque j'étais déjà couchée. Le temps que nous passions ensemble avait considérablement diminué. J'avais l'impression qu'il m'évitait, je ne savais plus comment me rapprocher de lui. Peu à peu, cette vie silencieuse est devenue notre nouvelle normalité. Je ne me souviens même pas des moments où nous profitions ensemble. Qu'est-ce qui nous a rendus comme ça? Était-ce si mal de suggérer ce test? Et finalement, mon mari a cessé de rentrer à la maison ces derniers temps. Et où loges-tu? Nous avons parlé dos à dos. Je suis débordée de travail et je rate toujours le dernier train, donc je reste dans un hôtel d'affaires près du bureau, a-t-il dit, lui aussi dos à moi. Compris, et je suis allée dans la chambre. À un moment donné, mon lit est devenu le canapé du salon. L'excuse du travail selon laquelle il est trop tard pour rentrer à la maison n'a pas de sens pour moi. Ce n'est même pas la haute saison. Mon mari cache quelque chose, cela est devenu réalité quelques semaines plus tard. Mon mari rentrait à la maison tous les quelques jours, jetait une pile de vêtements à laver, puis mettait les sous-vêtements et les vêtements fraîchement lavés dans son sac et partait précipitamment. Et il pourrait au moins les laver lui-même, murmurai-je en mettant les vêtements sales de mon mari dans la machine à laver. C'est alors que j'ai entendu quelque chose tomber avec un bruit métallique. J'ai regardé par terre, mais je n'ai rien vu. Mais j'étais sûre d'avoir entendu quelque chose. J'ai cherché à nouveau, cette fois avec plus d'attention. Qu'est-ce qui aurait pu tomber? Lorsque j'ai reculé, j'ai vu quelque chose de brillant à mes pieds. Voilà, qu'est-ce que c'est? J'ai pris l'objet brillant et l'ai mis dans ma main. J'étais sans voix. L'objet brillant dans ma paume était une petite boucle d'oreille. Pendant un moment, mon esprit s'est vidé, mais je n'ai pas été aussi surprise que je le pensais. C'était évident pour tout le monde. Quand il a cessé de rentrer à la maison, mon mari avait une liaison. Quelque part au fond de mon cœur, j'avais cette suspicion, mais j'avais peur d'affronter la vérité et je faisais semblant de m'en foutre. Je ne voulais tout simplement pas me faire mal, mais maintenant, confrontée à la réalité, je ne peux plus fuir. J'ai décidé de confronter mon mari sans détour, de trouver la preuve de son affaire et de mettre fin à notre mariage. Le lendemain, je suis allée voir un détective privé. Quelques jours plus tard, l'affaire de mon mari a éclaté au grand jour. L'autre femme était une nouvelle employée dans la succursale où il travaillait. Au moment où notre mariage commençait à s'effondrer, cette jeune et belle employée avait rejoint l'entreprise avec le calme et le sourire amical qui la caractérisait. Mon mari a séduit cette employée. Il s'est approché d'elle en tant que mentor au travail et apparemment, ils ont commencé à flirter.
Pour moi, c'était quelque chose de nouveau, mais apparemment, mon mari avait déjà essayé de séduire plusieurs employés auparavant, profitant de sa position de supérieur. Il parlait doucement aux femmes, se rapprochait d'elles, c'était sa tactique intelligente. Je n'étais qu'une des femmes tombées dans son piège. Il m'a probablement choisi comme partenaire de mariage parce que cela lui convenait. La frustration m'a envahi. J'ai décidé qu'il était temps d'en finir avec cette vie. Ce soir-là, comme d'habitude, mon mari est rentré à la maison avec une pile de linge à laver. « Tu ferais mieux de lui faire la lessive chez elle au lieu de venir ici », lui ai-je dit dans son dos. Il s'est arrêté et s'est retourné. « De quoi parles-tu ? Je t'ai dit que c'était du travail, puis il m'a regardé froidement. Est-ce que c'est ce que le travail représente pour toi ? Que lui enseignes-tu exactement à cet employé en dehors des heures de travail ? J'ai mis des photos devant mon mari. Les photos montraient les deux sortant du lieu de travail et entrant dans l'appartement où l'employé vivait seul. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mon mari semblait incapable de cacher sa surprise. Ne fais pas l'innocent avec moi, j'ai tout découvert, et ses boucles d'oreilles n'étaient pas celles qu'elle cherchait, elles étaient accrochées à sa chemise. Il est resté figé en regardant les boucles d'oreilles posées sur ma paume. Je n'ai jamais pensé que tu serais si volage. Terminons maintenant, je lui ai remis les papiers du divorce. Un silence tendu remplissait l'air. Il regardait les papiers du divorce avec surprise écrite sur son visage. Soudain, il éclata de rire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des raisins verts. Tu es jalouse parce que nous ne pouvons pas avoir d'enfants ? Si tu as le temps de prendre des photos comme ça, pourquoi ne pas suivre un traitement pour tomber enceinte ? Il a eu l'audace de dire cela. Qui est vraiment de mauvaise humeur ici ? J'ai lutté pour contenir ma colère croissante. Le divorce me va bien, elle est enceinte. J'ai voulu couper les ponts avec toi le plus tôt possible. Maintenant, je ne pense qu'à ma nouvelle famille. Pour couronner le tout, il l'a mise enceinte. Quel homme imprudent. J'étais sans voix et ainsi nous avons divorcé. Ce fut une fin anticlimatique. Il a pris ce qui lui appartenait et est parti. J'ai aussi décidé de déménager de l'appartement que nous avions loué ensemble. Après la fin du bail, j'ai commencé à nettoyer l'appartement. Tout ce que mon mari avait laissé a été jeté directement dans les sacs poubelles. Je n'avais aucune nostalgie. C'est alors que la sonnette de la porte a retenti. Qui cela pourrait-il être à un moment comme celui-ci ? J'ai ouvert lentement la porte d'entrée. De l'autre côté de la porte, il y avait un homme seul. Il avait les cheveux en bataille et les vêtements sales. C'était un homme que je n'avais jamais vu. Il m'a salué et a commencé à parler. Ces mots m'ont laissé stupéfaite. 3 ans se sont écoulés depuis lors. De plus, récemment de nouvelles boutiques de bonbons et cafés ont vu le jour, ce qui rend l'endroit populaire auprès des plus jeunes. J'aime tellement l'ambiance animée ici que j'ai déménagé à proximité. Alors que je profitais d'une agréable promenade aujourd'hui, une voix familière m'appelait de derrière. Qui cela pourrait-il être ? Je me suis retournée, à ma grande surprise, je suis restée sans voix en voyant ce qui m'attendait. C'était mon ex-mari, dont je m'étais séparée il y a 3 ans. Eh bien, je ne m'attendais pas à te rencontrer ici. Tu voyages seul dans la région viticole ? C'est plutôt triste, il portait des vêtements de travail, une barbe négligée et des cheveux en bataille. Je me demandais s'il avait arrêté de travailler à l'agence de voyage. Je n'aurais jamais imaginé que nous nous rencontrerions ainsi. Ma agréable promenade était complètement ruinée. Et j'ai entendu dire que tu es prise au piège de l'enfer des dettes à cause de traitements de fertilité inutiles. Mon ex-mari s'approcha de moi avec un sourire sarcastique. C'est pathétique, vraiment, tant d'efforts pour rien, il se moqua, me regardant avec mépris. Mon ex-mari voulait probablement se vanter de sa vie heureuse avec un nouveau bébé de son 2e mariage, pensant qu'il était du bon côté et se moquant de moi. Et de qui est cette histoire ? Lui lançai-je un regard froid. C'est ce que m'a raconté le propriétaire de l'appartement que nous louions. Il semble que tu as des dettes, j'ai répondu, souhaitant contrer son attitude. Depuis que je suis partie, un type à qui tu as emprunté de l'argent est venu le réclamer. Quelqu'un était venu demander de l'argent alors que j'étais seule à nettoyer l'appartement après mon divorce. Et des dettes, tu te trompes sur quelque chose. Mais bon, parfois il vaut mieux se tromper, j'ai confronté mon ex-mari avec une vérité qui a clairement obscurci son expression. Il y a 3 ans, après notre divorce, je nettoyais notre appartement quand un homme est venu. Ce n'était pas un collecteur, mais le père de Matteo. On m'avait dit qu'il avait fui avec une autre femme il y a des années, mais le voilà, à la recherche de Matteo. Il semblait avoir découvert par quelqu'un où se déroulait la vie conjugale de Matteo, mais à ce moment-là,
Nous étions déjà divorcés et avions annulé le contrat de location de l'appartement. En conséquence, nos noms avaient été effacés de la plaque de porte et de la boîte aux lettres. Donc, son père ne connaissait pas le numéro d'appartement de Matteo et a demandé au propriétaire qui vivait au premier étage. Le père a seulement mentionné le nom de famille de Matteo et a dit qu'il voulait le rencontrer parce qu'il lui avait prêté de l'argent. Effrayé à l'idée d'un collecteur, le propriétaire m'a immédiatement contacté. Quand le propriétaire m'a parlé du visiteur, je me suis contenté de dire « laissez-le entrer, je le rencontrerai ». Le propriétaire aimait les potins et j'avais peur que les rumeurs se propagent. Donc le propriétaire, qui croyait que le père était effectivement un collecteur, a probablement raconté l'histoire à Matteo de manière dramatique lorsqu'ils se sont rencontrés. Matteo a pris ça au sérieux. La raison pour laquelle le père de Matteo est venu à l'appartement était pour demander de l'argent. Il avait été abandonné par sa maîtresse et avait des problèmes financiers. Désespéré de retrouver Matteo, il est venu demander de l'aide humblement, sans savoir que nous étions divorcés. Il m'a demandé de l'aide, mais je n'avais plus rien à voir avec lui. Cet homme n'était pas de ma famille ou quoi que ce soit, ai-je dit au père de Matteo, et je lui ai donné les coordonnées de Matteo. Après cela, le père de Matteo est parti. En entendant cette histoire, le visage de Matteo s'est rougi de colère. « As-tu lui donné mes coordonnées ?» Depuis lors, je suis harcelé de questions sur la dépendance. C'était un cauchemar, au milieu des rires joyeux qui résonnaient dans la région viticole, les cris de mon ex-mari se faisaient entendre. Pourquoi devrais-je aider ce type ? Il nous a laissé maman et moi. Ne pas se montrer maintenant et demander de l'aide est trop. Il n'est pas étonnant que mon ex-mari soit en colère, c'était complètement l'égoïsme de son père. Mais je n'avais pas de sympathie pour cela. Et puis ma femme dit qu'elle regrette d'avoir eu un père comme ça et parle même de divorcer. C'est donc une situation assez pitoyable. Cependant, pour le bien de notre enfant à naître, je l'ai convaincu de donner une autre chance à notre mariage, acceptant d'aider dans l'entreprise familiale. Nous avons arrangé les choses amicalement. J'ai regardé le nom brodé sur sa tenue de travail. Par le nom de l'entreprise, il semble que la famille de la femme de mon ex-mari est une entreprise de nettoyage. Il a quitté son poste de directeur d'une succursale d'une agence de voyage et maintenant il allait et venait quotidiennement en tant que nettoyeur et sa femme gérait tous les bénéfices de l'entreprise de nettoyage. Mon ex-mari n'avait pas un sou à dépenser librement. Apparemment, sa femme avait réalisé qu'il était volage et voulait qu'il quitte l'agence de voyage. Et sous le regard attentif de ses parents, j'ai été impressionnée par une femme si jeune et terre à accent grave terre. Elle a tout sous contrôle, n'est-ce pas ? Mais il est rare en relation publique qu'une épouse force son mari à vivre de manière aussi restrictive. Je me demande s'il y a une autre raison. Mon ex-mari est resté soudain silencieux et son visage est devenu pâle. Que se passe-t-il ? Tu me caches encore quelque chose, lui ai-je demandé. Et je ne te cache rien. Je pensais juste à une chose, répondit-il. Je me demande si l'enfant qui va naître de toi et de ta femme est vraiment le tien, ai-je répliqué légèrement enflé. Mon ex-mari a regardé mon ventre et est resté figé. C'était comme si le temps s'était arrêté juste pour lui. En effet, j'étais enceinte, comme l'indiquaient les résultats des tests. Il n'y avait rien de mal avec mon corps. Après le divorce, j'avais vécu une vie bien au-delà de l'imagination de mon ex-mari. Cette vie était le bonheur même. Cela dit, j'ai essayé d'entrer dans le luxueux hôtel qui se tenait devant moi. Il m'a alors dit « Attends, écoute-moi », essayant de me retenir. Mais je n'avais plus aucune obligation d'écouter mon ex-mari. Nous n'avons pas demandé vos services de nettoyage, alors s'il vous plaît, ne rentrez pas, lui ai-je dit. Mon ex-mari me regarda, perplexe. Que veux-tu dire par nous ? Qui êtes-vous ? Et il n'y a plus rien à dire en cet endroit, mais je lui ai laissé une dernière chose. Et je suis la propriétaire de cet endroit, ai-je dit. Le visage de mon ex-mari pâlit à nouveau. Mes parents adoraient cette région viticole quand j'étais jeune. Notre famille avait l'habitude de passer des périodes dans un petit hôtel de cette ville. Cet hôtel, rempli de nos souvenirs, était devenu vieux et délabré, éclipsé par le nouvel hôtel plus grand qui avait surgi autour de lui. Avec le temps, il avait des difficultés économiques et était sur le point de fermer. Mon rêve était d'acheter cet hôtel. J'ai économisé la majeure partie de mes revenus de l'agence de voyage, et grâce à une vie frugale, j'ai finalement atteint mon objectif d'épargne. Je l'ai acheté avec l'héritage de mes parents et mes économies. Je l'ai rénové et l'ai rouvert avec succès. Forte de mon expérience dans l'agence de voyage, j'ai créé une auberge accueillante pour tous, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes confondus.
La réputation de l'hôtel s'est rapidement répandue. Il est désormais devenu un hôtel de luxe et ma valeur nette a atteint 260 millions de dollars. La nourriture est particulièrement populaire à l'hôtel. Les menus sont personnalisés pour chaque client et les repas sont servis avec cette touche personnelle. De nombreux clients reviennent spécialement pour la nourriture. Les repas reflètent le dévouement du chef, qui ne ménage aucun effort pour le bien des autres. J'ai ressenti de l'empathie pour le cœur généreux du chef et nous nous sommes sentis attirés l'un par l'autre. Et alors je me suis remariée avec lui. Après le nouveau mariage, je suis tombée enceinte immédiatement. Les conversations avec mon ex-mari étaient terminées. Je lui ai tourné le dos. « S'il vous plaît, attendez », me dit-il. « Cela doit être pour de l'argent, comme d'habitude. » Pourquoi essaie-t-il de me retenir? Ai-je pensé pour moi-même. Maintenant, il est un étranger. Je ne lui dois rien. Je n'ai rien d'autre à discuter avec vous. Ne vous présentez plus devant moi. Avec ça, je suis entrée dans l'hôtel. Pourtant, lorsque mon ex-mari a tenté de me suivre, il a été arrêté par le personnel et renvoyé dehors. Le son de mon ex-mari m'appelant par mon nom s'est estompé et a fini par disparaître. Notre retrouvaille inattendue s'est révélée être un tournant pour l'avenir de chacun de nous. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre qui m'était adressée. J'ai été stupéfaite en voyant l'expéditeur. C'était de mon ex-mari. Tout était censé être fini avec mon ex-mari. Me demandant ce qu'il pouvait vouloir maintenant, j'ai ouvert l'enveloppe avec un peu de nervosité. La lettre serrée sur une seule feuille de papier avait des particularités distinctives. C'était sans équivoque de mon ex-mari. La lettre contenait des nouvelles surprenantes. Voici ce qu'elle disait. Après notre retrouvaille, Matteo, soupçonnant que la raison de notre infertilité pouvait être en lui, a demandé à sa femme si elle était effectivement le père de son enfant. Bien sûr, la femme a insisté pour dire que c'était le sien. Mais Matteo pensait depuis longtemps que l'enfant était trop différent de lui. Après l'avoir interrogé à maintes reprises, elle a finalement avoué. L'enfant qu'il croyait être le sien était en réalité le fils d'un autre homme, avec qui elle avait eu une relation pendant ses études universitaires. Après avoir obtenu son diplôme de l'université et commencé à travailler dans une agence de voyage, mon ex-mari était tombé amoureux d'elle et ils avaient commencé à avoir des relations sexuelles. Cependant, pour elle, ce n'était qu'une aventure. Son véritable amour était un petit ami qu'elle avait rencontré pendant ses études. Elle est tombée enceinte de son petit ami et avait envisagé de se marier, mais quand il l'a découvert, il a disparu. Il devait se sentir dépassé par l'insécurité d'avoir un enfant si jeune, fraîchement diplômé de l'université, incapable d'assumer la responsabilité, terrifié à l'idée de devenir mère célibataire. La femme a menti en disant que l'enfant était de son aventure occasionnelle, qui était mon ex-mari, et elle s'est mariée avec lui pour assurer une vie financièrement stable. Cependant, après le mariage, lorsqu'elle a appris que le père de mon ex-mari avait fui avec sa maîtresse, abandonnant sa famille, elle a fait écho à son propre passé d'être abandonnée par un petit ami. Ainsi, pour garder mon ex-mari coureur de jupons sous contrôle, elle l'a menacé de divorce pour qu'il ne s'écarte pas d'elle. Elle le faisait travailler sous la supervision de ses parents, elle gérait elle-même son salaire et ne lui laissait jamais disposer de revenus. Fatigué de cette vie contraignante, mon ex-mari a été rendu fou en apprenant la vérité. Les disputes quotidiennes avec sa femme sont devenues incessantes et il a choisi la voie du divorce. Cependant, ses beaux-parents, qui étaient du côté de sa femme, n'étaient pas d'accord avec le divorce. Toujours décidé à divorcer, mon ex-mari a fui la présence de sa femme avec très peu d'argent à son nom. Maintenant, il semble qu'il se déplace de motel en motel, sans endroit où vivre. Même lorsqu'il essaie de trouver du travail, sans costume et avec son apparence négligée, il n'a pas beaucoup de chance. Il semble qu'il ne puisse trouver du travail que dans un régime de servitude pour payer ses repas quotidiens. Il a écrit qu'il souhaiterait pouvoir revenir à ses jours, mais qu'il ne fallait pas que je sois idiote en voulant nous remettre ensemble. J'ai pensé que la situation de mon ex-mari me rendait triste, mais c'est le chemin qu'il a choisi. Les tests de fertilité, l'aventure et la façon dont il s'est moqué de moi lorsque nous nous sommes remis ensemble étaient toujours égoïstes. Il n'a jamais pris en compte mes sentiments. Je ne suis plus celle que j'étais alors. J'ai un avenir brillant devant moi, en construisant une famille avec mon nouveau mari et notre bébé à venir. Je lui ai dit par l'intermédiaire d'un avocat que s'il réapparaissait jamais ou essayait de me contacter, je demanderais une ordonnance restrictive. Puis j'ai déchiré sa lettre. Je vais accoucher le mois prochain. La joie de rencontrer mon bébé est là, mais je ne peux pas cacher mon anxiété à l'idée d'accoucher pour la première fois. Cependant, mon mari attentionné m'encourage chaque jour, se souciant toujours de mon bien-être.
Pendant ses jours de congé, il m'aide avec les tâches ménagères. Comme il est à mes côtés. Je sais que tout ira bien. Aujourd'hui, c'est son jour de congé. Nous nous promènerons à travers le pays du vin, nous imprégnant du changement de saison, puis nous respirerons profondément dans le parc, c'est notre sentier de randonnée préféré. Le bébé vient de donner un coup de pied, je m'exclame. Mon mari a rapidement mis sa main sur mon ventre et a commencé à parler doucement à notre bébé. Cette joie n'est pas garantie. C'est pourquoi elle est si précieuse. Avec cette pensée, j'ai recommencé à respirer profondément l'air frais de notre charmante ville. Enveloppés par la sérénité du parc, nous avons marché côte à côte alors que le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de tons dorés et orangés. Mon mari semblait rayonnant, et son sourire illuminait mon cœur. Après une promenade revigorante, nous avons décidé de nous asseoir sur un banc près d'un lac tranquille. L'air frais de la nature caressait nos visages pendant que nous observions les canards nager paisiblement dans l'eau. Soudain, mon mari a semblé devenir tendu et son regard s'est fixé sur quelque chose de l'autre côté du lac. J'ai suivi sa ligne de vue et j'ai aperçu une figure familière s'approchant. C'était mon ex-mari. Son visage était sombre et son expression trahissait un mélange de désespoir et de détermination. Il s'est approché lentement et s'est assis sur le banc à côté de nous, sans dire un mot. Il y a eu un moment de malaise silencieux, qui a été rompu lorsque mon ex-mari a finalement parlé. « J'ai besoin de ton aide », dit-il, détournant le regard. J'ai été surprise par ces paroles et je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un mélange de compassion et de prudence. « Et de quoi s'agit-il » ai-je demandé, essayant de rester calme. Il a hésité un moment avant de révéler enfin sa demande. « Je suis dans le pétrin. J'ai été injustement accusé et j'ai besoin de prouver mon innocence, dit-il, la voix étranglée par l'émotion. Intrigué et un peu sceptique, j'ai demandé qu'il explique mieux. Mon ex-mari a commencé à dérouler une histoire complexe et pleine de rebondissements. Il prétendait qu'il était injustement accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis et qu'il avait besoin de mon aide pour trouver des preuves qui l'innocenteraient. J'avoue que j'étais réticente à m'impliquer dans ces problèmes, mais quelque chose dans sa voix sincère et désespérée m'a fait reconsidérer. Après avoir entendu son histoire, j'ai accepté de l'aider, mais j'ai été claire sur le fait que je ne ferais rien qui compromettrait ma famille ou mon mariage actuel. Mon mari était naturellement inquiet de ma décision, mais il m'a fait confiance pour gérer la situation de manière sensée. Nous avons décidé de commencer notre enquête cette même nuit. Mon ex-mari m'a emmenée dans des endroits que je n'aurais jamais imaginé visiter, et ensemble, nous avons plongé dans un monde d'intrigues et de mystères. À chaque piste que nous découvrions, il devenait de plus en plus évident qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grand derrière les accusations contre lui. Au fur et à mesure que nous creusions plus profondément dans l'enquête, nous avons découvert un réseau complexe de mensonges et de manipulations impliquant des personnes puissantes et influentes. Il semblait que mon ex-mari avait été utilisé comme un pion dans un jeu bien plus dangereux. Alors que nous travaillions ensemble pour découvrir la vérité, nous nous sommes également reconnectés d'une manière que je n'aurais jamais imaginée possible. Malgré nos différences passées, nous avons trouvé du réconfort et du soutien l'un dans l'autre pendant ces moments difficiles. Cependant, à mesure que nous nous approchions de la vérité, nous devenions également des cibles de menaces et de dangers croissants. Il était évident que nous nous attaquions à des personnes dangereuses, et nous n'avions aucune idée jusqu'où elles étaient prêtes à aller pour garder leurs secrets enfouis. Malgré les risques, nous étions déterminés à voir la justice prévaloir. Ensemble, nous avons affronté des obstacles et des défis qui ont mis à l'épreuve nos limites physiques et émotionnelles. Mais, à la fin, notre persévérance et notre détermination ont été récompensées lorsque nous avons enfin réussi à rassembler les preuves nécessaires pour prouver l'innocence de mon ex-mari. Avec les accusations retirées et la vérité enfin révélée, mon ex-mari a été acquitté de toutes les accusations et libéré. C'était un moment de triomphe et de soulagement, mais aussi de réflexion sur tout ce que nous avions traversé ensemble. Alors que nous nous sommes dit au revoir, mon ex-mari m'a regardé avec gratitude et regret. Il a exprimé ses regrets pour tout ce qui s'était passé entre nous et a sincèrement souhaité que je trouve le bonheur que je méritais avec mon nouveau mari et notre bébé. Avec un sourire, je l'ai remercié pour ses gentils mots et je lui ai souhaité tout le meilleur pour son avenir. Alors que je le regardais partir, j'ai senti un poids se lever de mes épaules et une sensation de liberté et de renouveau envahir mon cœur. Alors que je rentrais chez moi aux côtés de mon mari, je me sentais reconnaissante pour tout le chemin que nous avions parcouru ensemble et impatiente pour l'avenir qui nous attendait. Ensemble, nous affronterions ce qui viendrait, sachant que nous étions plus forts ensemble que nous ne l'aurions jamais été seuls. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage passionnant avec Gabriella, nous pouvons réfléchir aux précieuses leçons que cette histoire nous a enseignées.
Dans le monde de Gabriela, nous avons vu l'importance du courage, de la détermination et de la compassion. Nous avons vu comment affronter les défis de front, même lorsque tout semble être contre nous. Nous avons vu comment le véritable amour peut surmonter les adversités et comment la famille, qu'elle soit de sang ou choisie, peut nous soutenir dans les moments les plus difficiles. Mais au-delà des leçons pratiques, nous avons également trouvé un message plus profond. Un message sur le pardon, la rédemption et la capacité de changer. Gabriela et son ex-mari, bien qu'ils aient affronté leurs propres démons, ont trouvé un moyen de continuer, de se réinventer et de trouver la paix intérieure. Leurs histoires nous rappellent que peu importe à quel point notre passé est sombre, il y a toujours de l'espoir pour un avenir meilleur. Et maintenant, chers spectateurs, je vous invite à laisser votre like et à vous abonner à la chaîne Histoire de la vie pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures passionnantes. Ensemble, nous pouvons explorer plus d'histoires inspirantes, apprendre des leçons importantes et partager des moments de réflexion et de croissance. Et alors que nous prenons congé de Gabriela et de son monde, je ne peux m'empêcher de mentionner un message encore plus puissant, un message d'amour infini et rédempteur. Dans l'évangile de Jean 3h16, nous lisons « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Que ces paroles nous rappellent l'immense amour de Dieu pour chacun de nous. Qu'elles nous inspirent à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur et à suivre ses enseignements d'amour, de pardon et de compassion. Puissions-nous trouver espoir et réconfort en sa présence et vivre nos vies selon sa volonté. Que cette histoire de Gabriela et toutes ses leçons nous accompagnent dans nos voyages, nous rappelant toujours le pouvoir de l'amour, de la bonté et de la foi. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage et à la prochaine histoire émouvante. Que Dieu vous bénisse richement. Amen.